J'appuie là. Donc, Laure, on peut dire hein, en introduction que vous êtes docteur en neurosciences, génétique et biologique structurale, chercheur en neurosciences et éthique. Alors, Bon, c'est très court, mais ça mérite peut-être un petit éclaircissement. je- du coup, bonjour, je m'appelle Laure Tabouis, je suis docteur en neurosciences, effectivement, de l'université aujourd'hui Paris-Cité. Et après, quelques postdocs, en particulier à l'étranger et en France, après mon doctorat en neurosciences, où je travaillais plutôt sur le microbiote intestinal, l'axe intestin-cerveau et l'autisme. J'ai décidé de faire un virage de thématique de carrière, virage de thématique de recherche plutôt, où je m'axe aujourd'hui sur l'éthique des neurosciences, des neurotechnologies, des interfaces aux machines, et je travaille sur ce lieu de convergence, ce lieu de rencontre en fait entre l'informatique, les neurosciences et l'ingénierie, euh, pour travailler vraiment les enjeux éthiques d'aujourd'hui et de demain, en particulier des neurosciences, des neurotechnologies du coup de l'IA en fait et de l'informatique et du numérique. Voilà, je suis à l'université aujourd'hui Aix-Marseille. Je suis docteur en neurosciences et doctorante en philosophie, spécialité éthique à l'université Aix-Marseille, au centre Gilles Gaston-Granger. Euh, voilà, mais c'est pas forcément mon sujet sur lequel je vais travailler. Je vais vous parler aujourd'hui. On m'a demandé de vous raconter un peu, de vous parler un peu de cette question, comment les neurosciences éclairent les questions soulevées par l'IA. Alors je, on peut partir. Alors, il y a beaucoup de portes d'entrée avec cette question-là. Donc j'ai décidé d'en prendre une. Elle est pas bonne, mauvaise. Il y en a une parmi d'autres. Moi, j'ai décidé de rentrer par la question du rêve de l'ingénieur et du chercheur au cauchemar du philosophe et du théologien. Parce que, en fait, les questions soulevées, et on va le voir par l'IA, peuvent être les questions éthiques plutôt soulevées par l'IA peuvent être très compliance, enfin très moraliste, très morale, et en même temps, il y a vraiment d'autres questions sous-jacentes derrière qui méritent quand même que l'on s'y attarde 2 minutes et ça va faire le lien avec ce que disait Philippe sur la conscience et puis ce que va dire ensuite Thierry pour conclure ce colloque. Donc, moi, je m'interroge beaucoup sur ce qui se passe actuellement, sur le marketing qu'il y a sur lire dans les pensées, décrypter les rêves, décrypter la conscience, justement. Télécharger le cerveau sur un support numérique, ça me fait frémir. Ou une IA consciente, du coup, de l'autre côté, parce que les uns communiquent avec les autres. Enfin, quand on parle de télécharger le cerveau dans une machine, on parle aussi, du coup, de la probabilité d'une IA consciente. Euh, est-ce que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on est sur le point de le faire? Alors, on sait très bien que dans la recherche, on n'est pas sur le point de le faire, mais il y a toute une manière d'approcher dans la société ces thématiques-là qui peuvent aussi poser question et qui fait le lien entre les neurosciences et l'IA. Et donc, la question aussi sous-jacente, c'est ce qui brouille, c'est vraiment l'imitation du vivant. Donc, quand j'ai pris cette question centrale et je me suis dit quelle question soulevée par l'IA, du coup, pourrait être intéressante pour vous parler des neurosciences qui éclairent l'IA. Donc, on sait très bien que l'IA soulève de nombreuses questions éthiques. Je vais pas vous, je vous les liste là, mais je vais pas en parler. Donc, il y a les biais, la notion de responsabilité est une grosse question, l'accessibilité et l'inégalité, la manipulation et l'influence, mais aussi l'impact sur la santé mentale de nous-mêmes et de nos concitoyens. Mais ça, c'est une chose où on a l'habitude de lister dans les chartes éthiques ce genre de choses, parce que c'est bon de les lister et puis c'est bon de verbaliser l'ensemble. Ce qui, moi, m'intéresse, c'est vraiment ce qui n'est pas forcément avoué et dit derrière. Donc, c'est vraiment l'IA, en fait, s'inspire du fonctionnement du système nerveux depuis sa naissance, depuis son origine, en fait.
Enfin, elle a la volonté de vouloir imiter le fonctionnement cérébral. C'est comme ça que ça s'est construit. Et par les neurotechnologies, alors les neurotechnologies, ce sont les interfaces cerveau-machine, entre autres. Enfin, ce sont les interfaces cerveau-machine, mais je vais vous en parler qu'à la fin. C'est pas mon propos d'aujourd'hui. Mais ce sont des technologies, des dispositifs qui vont vraiment nous aider et qui, au fur et à mesure de l'histoire finalement des neurosciences et de l'IA, se sont vraiment performées, construites pour pouvoir en fait aller améliorer notre compréhension du système nerveux et de son fonctionnement. Et puis les réseaux de neurones artificiels, les fameux réseaux de neurones dont on parle aujourd'hui, s'inspirent vraiment directement du processus neuronaux et de la manière dont les neurones communiquent. Alors Philippe en a un peu parlé et moi je vais vous parler un peu, je vais vous expliquer un petit peu que cette structure neuronale, cette structure biologique qui est notre cerveau, cet organe en fait, ne se pense pas du tout en dehors de notre corps et a un fonctionnement vraiment d'une cellule biologique. C'est une cellule, c'est une véritable usine. C'est beaucoup plus complexe qu'un on-off que ce qu'on peut, en fait, que les réseaux neurones peuvent proposer. Et puis, d'un autre côté, les neurosciences, l'étude du cerveau et du système nerveux et les neurosciences depuis, qui sont une discipline académique qui sont nées dans les années 50, enfin, dans les années 60 officiellement, enfin 60-70 officiellement, euh, joue un rôle dès l'origine de la réflexion de l'IA et de son développement et permettent de mieux comprendre certains concepts clés liés à l'esprit humain et son fonctionnement physiologique. Euh, En fait, les neurosciences, elles éclairent les limites de l'IA en soulignant les différences entre l'intelligence artificielle, l'intelligence humaine et artificielle, la conscience, les émotions. Et en nous donnant des précisions, en fait, tout ce que font nos collègues dans les laboratoires de recherche de neurosciences nous donnent des précisions, en fait, chacun dans leur discipline et chacun dans les processus dans lesquels ils travaillent, nous donnent des véritables de précisions sur le fonctionnement du cerveau et sur ce qu'il est, en fait sur son évolution, sur son développement, sur la manière dont il se comporte au fait au fur et à mesure du temps. Donc c'est autour aujourd'hui, lorsqu'on regarde, pour répondre un peu à la question de comment les neurosciences éclairent l'IA et éclairent ce développement, son développement et ses questions soulevées à l'IA, en fait, on peut vraiment dire que c'est aujourd'hui autour de cette convergence que tout se joue. La convergence de les neurosciences, de l'informatique, de l'ingénierie, qui est pas nouvelle, hein, absolument pas nouvelle du tout. C'est autour de cette convergence, de cet entrelacement. Alors j'ai du mal avec cette convergence, avec le mot convergence parce que je sais pas si c'est une convergence ou si c'est un entrelacement ou si c'est voilà, c'est à débattre philosophiquement. Mais il y a voilà autour de cette convergence-là dans laquelle est né en fait l'ensemble de ce qu'on a aujourd'hui dans les mains. Donc l'enjeu est de savoir où se placer dans cet équilibre, l'enjeu éthique, juridique, mais aussi personnellement, il est aussi où on va se placer dans cet équilibre et s'interroger sur les possibilités, les opportunités, le souhaitable. Mais si on s'interroge sur les opportunités, c'est aussi s'interroger sur les dangers et les risques et sur ce que ça veut dire en fait, sur la manière dont ça agit aussi négativement. Donc là, aujourd'hui, si on prend factuellement ce qui se passe aujourd'hui, on peut dire qu'on est un peu dans une société qui cherche à dépasser, en fait, à se, qui se pose la question de dépasser cette envie obsessionnelle de devenir un peu des surhommes. Alors, je mets entre guillemets tout ça parce que c'est faux dans le sens aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est aujourd'hui. Mais on a un peu un fil conducteur actuellement dans les technologies dans ce développement des technologies qui nous fait penser que vraiment on est sur cette envie obsessionnelle. Voilà, notre corps et notre cerveau ont des limites et ont un fonctionnement singulier qui est le nôtre, mais pas celui du voisin, qui grandissent, qui changent, qui vieillissent, qui subissent aussi l'empreinte du temps et des expériences humaines.
C'est comme ça que notre corps et notre cerveau évoluent. Et nous sommes finis. La finitude de l'homme, en fait, et le sens d'être humain, d'être créé, en fait, euh, est une composante essentielle de ce que l'on est en tant qu'être humain. En fait, on vit, on grandit, on meurt, et la finitude de l'homme et la trajectoire et ce qu'il est depuis la nuit des temps. Donc en fait, lorsqu'on garde un peu ce constat factuel, on peut se dire, on pourrait s'arrêter là ou se dire il faut aller un tout petit peu plus loin de la simple utilisation de l'IA ou de toutes ces technologies et voir ce que ça signifie vraiment. Alors, la, la- pour voir un peu comment les neurosciences éclairent l'IA, on peut se dire que la technologie, aujourd'hui, euh, dans un certain nombre de cas, vient au secours. En tout cas, elle est pensée, en fait, pour aider, pour pallier à, en fait, euh, aider au diagnostic, accélère la prise en charge, euh, voilà, pour pallier à certains effets physiologiques délétères de certaines pathologies. Euh, dans le sport, entre autres, elle permet de dépasser les performances du corps humain et des fonctions cognitives. Euh, mais, euh, mais ça, il y a un besoin quand même de ne pas oublier les composantes de la pensée transhumaniste et post-humaniste. Alors, c'est des grands mots. Il y a besoin quand même de s'y attarder un peu, mais on sent quand même que cette manière de faire converger les neurosciences et l'IA, en fait, présage un peu la volonté de vouloir dépasser l'être humain par et avec la technique. Et cette quête du Saint Graal, finalement, trouver le secret de cette immortalité, de pouvoir vivre un peu plus longtemps que ce qui nous est attribué aujourd'hui. Et donc, on a un courant qui est sous-jacent, qui dit pas son nom, mais qui est là, et dont on parle de plus en plus aujourd'hui, qui est un courant de pensée qui est né dans les années 30-40, hein, c'est pas nouveau non plus, qui est une véritable fantasme des sociétés qui sont génétiquement et cérébralement augmentées, euh, porte le souhait de contrôler les aléas de la condition humaine et de la nature, en s'affranchissant des limites par l'augmentation, en mettant en jeu de dépasser de passer outre certaines finitudes de l'humain sans qu'on le puisse déterminer l'évolution de ces organismes, de ces organisations inhérentes, et tout en voulant supprimer la mort. Donc aujourd'hui, on est sur un moment un peu particulier, exaltant et en même temps un peu inquiétant aussi, où on se dit, mais on est sur un peu une ligne de crête, où on se dit, comment est-ce que on va pouvoir aussi euh, euh, continuer à faire avancer toutes ces recherches-là, en tout cas en tant que moi, chercheuse, et en même temps, comment est-ce que finalement, toutes ces avancées vont, voilà, constater que ces avancées ont une trajectoire qui peuvent dériver et qui peuvent aussi ne pas être celles que l'on souhaite, nous. Donc, en fait, les neurosciences pour comprendre comment les neurosciences éclairent, en fait, l'IA, il faut comprendre qu'il y a une intrication de l'histoire qui est réelle et c'est une évolution à travers l'histoire. Alors, je vais pas vous refaire l'histoire de l'IA, c'est pas mon propos aujourd'hui. Par contre, je vais un peu vous parler euh, un peu vous parler du côté un petit peu philosophique des choses, de l'homme-machine, de la maîtrise au cerveau-machine. En fait, l'idée que le cerveau pourrait être une machine informatique. Alors, ça rejoint un peu les propos
Je vais rejoindre un peu les propos de Philippe. Mais en fait, on est actuellement sur une certaine vision réductionniste neurobiologique, euh, où le résultat, alors c'est le cerveau, c'est le résultat d'une longue évolution, et la technique, et le cerveau et la technique se sont entremêlés au fur et à mesure de l'évolution. Il y a au fur et à mesure de l'évolution, une recherche de la simplification du calcul et de la pensée. L'informatique est étroitement liée avec la représentation linguistique des informations, des connaissances. Et en parallèle de ça, au niveau de la pensée philosophique, on va avoir la pensée philosophique est liée à lier le langage de la pensée et donc à l'intelligence, euh, ainsi qu'aux émotions et aux sentiments qu'elles expriment. Donc on retrouve ça par exemple chez Spinoza, qui évoque l'âme agissant selon les lois précises et telle qu'une sorte d'automate spirituel. Et puis ça a été repris par Leibniz, où l'esprit est réglé comme un automate formel, car Dieu a donné une substance spirituelle, une nature aux forces internes qui l'ordonnent. Mais c'est dans les années 40 c'est au cœur des années 40 qu'on a un entrelacement de plusieurs dynamiques, courants de pensée, vision, tous dans un processus interdisciplinaire qui permirent l'émergence de la discipline académique que l'on connaît aujourd'hui, qui sont les neurosciences, mais aussi de l'informatique, de l'intelligence artificielle telle qu'on l'a aujourd'hui, et des sciences cognitives, de la cybernétique, enfin de la cryptographie, etc. En fait, ça a permis l'émergence de plusieurs disciplines académiques que l'on connaît aujourd'hui. Et donc les mécanismes cérébraux, le cerveau ont inspiré le développement du numérique et des systèmes d'intelligence artificielle, piliers du coup de la mutation numérique. Alors, dans les années entre 40 et 56, il y a eu les 10 conférences Messi qui ont permis, en fait, qui s'étaient donné pour objet d'édifier un peu une science générale du fonctionnement de l'esprit, qui sont à l'origine de, euh, des premiers réseaux de neurones en 1943, de la naissance de la cybernétique en 47. Et puis en 50, on va avoir un fameux papier d'Alan Turing qui pose cette question, est-ce qu'une machine va pouvoir penser? Est-ce qu'une machine peut penser? Euh, il formule la thèse sur laquelle, dans l'avenir, certaines machines seront capables de penser et de faire preuve d'intelligence. Euh, et puis en 56, on a la naissance du terme de l'intelligence artificielle. En fait, ça marque la volonté, toute cette histoire, ce début dans les années 40, 50, 60, ont marqué la volonté d'une extension de la thèse du domaine spécialisé du calcul à la pensée en général. Donc on a deux types de recherches qui se sont poursuivies simultanément. On a celle qui a visé pratique des ingénieurs-chercheurs qui ont perfectionné les machines à calculer et qui découvraient le cerveau et son fonctionnement euh, physiologique et pathologique. Et puis celle à visée théorique des philosophes qui ont cherché le ressort intime de la pensée. Et en fait, la synchronisation des deux, euh, l'un mettant au point des machines calculantes, l'autre montrant que l'esprit calcule, a formé l'analogie du cerveau avec une machine calculante. Donc c'est cette analogie se forme de manière suivante. Le cerveau produit la pensée. C'est très général hein, ce que je dis. Produit la pensée, qui est du calcul. Le calcul est reproduisible dans une machine, reproductible, pardon, dans une machine. Et donc le cerveau est comme une machine calculante. De la comparaison de la formation au milieu du siècle, du XXe siècle, du siècle qui vient de s'écouler, on a le cerveau humain a été considéré comme une machine computante. Et donc depuis, en fait, on acquiert des connaissances morphologiques, biochimiques, cellulaires, anatomiques, moléculaires et fonctionnelles sur le cerveau. Parce qu'on a avancé, les neurosciences avancent et ils sont de plus à même de pouvoir aussi expliquer certains mécanismes. Et puis on a voilà, la mise en lumière des mécanismes cérébraux de plus en plus précis
et spécifique, entrouvre, réentrouvre, entrouvre ce fantasme de est-ce qu'on va pouvoir réexpliquer la conscience et donc du coup, enfin fantasme, c'est pas un fantasme, mais cette question en fait de pouvoir réouvrir cette question de est-ce qu'on peut expliquer la conscience? Va-t-on découvrir la signature neuronale de la conscience? Et récupéré du coup derrière par ces visionnaires entre guillemets transhumanistes ou qui ont une envie aussi de pouvoir télécharger notre cerveau dans un support numérique pour nous substituer ensuite à notre mort. Donc en fait, on a le cerveau humain qui est finalement c'est un peu la bataille en fait actuellement, le cerveau humain et l'intelligence artificielle. En revanche, on peut, pour expliquer un peu, pour répondre à cette question, comment les neurosciences peuvent éclairer l'IA, on peut se dire aussi qu'il y a une limite de l'IA contre le cerveau humain. Les systèmes, en fait, sont excellents dans leur périmètre d'apprentissage. Les systèmes d'IA sont excellents. Euh, il leur faut des milliers d'exemples d'apprentissage, alors que pour le cerveau humain, il faut que très peu d'exemples pour pouvoir solidifier l'apprentissage au sein même d'une connexion synoptique. Euh, Ces systèmes d'IA n'ont pas la capacité d'abstraction, de conceptualisation et de raisonnement. Et ces systèmes neuronaux artificiels sont des imitations du cerveau humain. Ils ne savent pas raisonner. On raisonne pas. Un système artificiel ne raisonne pas. Et donc, on a un parallèle un parallèle d'IA entre l'IA et les neurosciences. Aujourd'hui, c'est vraiment une course. On est sur une course à l'accès à la pensée, au comportement, à la parole, à la vision, au sens, à l'apprentissage. L'IA a besoin euh, une quantité de données et des capacités de traitement élevées pour faire cela. Euh, il faut se comprendre aussi que l'IA est vraiment construite, qui est pensée aujourd'hui pour se rapprocher le plus possible du comportement humain. C'est une ouverture à la manière, à la fois, à la façon dont le cerveau fonctionne, elle vise à réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine et de permettre à des ordinateurs de penser, entre guillemets, d'agir comme des êtres humains. Elle a la volonté d'imiter la façon dont les êtres humains acquièrent des connaissances de savoir et elle vise à donner aux machines la capacité d'apprendre, entre guillemets, et de raisonner, entre guillemets, à partir de données. Donc aujourd'hui, on a une carte intelligence artificielle, elle n'est pas exhaustive et elle est largement discutable. Mais on a une carte assez étonnante actuellement qui nous fait un peu qui nous montre qu'il y a vraiment une volonté de rapprochement des sens humains, du comportement humain, de la manière dont le cerveau fonctionne, de la manière dont le cerveau en fait se, euh, se imite, enfin le cerveau euh, fait pour mémoriser, pour apprendre, pour comment il fonctionne quand on a une intuition, une intention, quand on est conscient de quelque chose, quand on pense à quelque chose. Donc, on a actuellement une carte d'applications, de technologies qui ont la volonté de vouloir se rapprocher le plus possible du comportement humain dans l'ensemble des sens. Euh, En fait, l'inspiration biologique du développement historique de l'IA, on a une inspiration de neurobiologie moléculaire et cellulaire, qui sont, par exemple, les travaux des neurones, des synapses, des réseaux neuronaux biologiques, euh, ont directement inspiré la création des premiers modèles d'IA, notamment les réseaux neurones artificiels. Les réseaux imitent les interactions ont la volonté d'imiter les interactions biologiques, les synapses. Les synapses, on a un neurone deux neurones qui ne se touchent jamais. C'est vraiment un espace synaptique où les informations électriques qui arrivent sont transformées en informations chimiques, puis retransformées en informations électriques. C'est vraiment un espace qui est Philippe en parlait tout à l'heure avec la dopamine, c'est un espace qui est étonnant et qui est complètement dynamique, qui change en permanence.
et qui, du coup, est le lieu aussi d'échange des informations. Euh, on a donc par exemple les neurosciences cognitives, on a l'étude des fonctions cognitives comme la mémoire, l'attention, la perception humaine a permis la conceptualisation, de conceptualiser des algorithmes capables d'effectuer des tâches similaires, la reconnaissance d'images, la reconnaissance de voix, euh, la compréhension du langage. Et puis on va avoir des études plutôt génétiques et plasticité. Le cerveau est plastique et on a la plasticité neuronale et cérébrale. Et en fait, les recherches en génétique moléculaire et les recherches sur la plasticité synaptique ont vraiment inspiré. Génétique moléculaire, par exemple, ont révélé l'importance des facteurs génétiques dans le développement des capacités cérébrales et la plasticité. Et ça a influencé le développement de l'IA en influençant des modèles en fait d'optimisation génétique, comme des algorithmes génétiques, qui sont utilisés pour résoudre des problèmes en s'inspirant de l'évolution biologique. Et puis on a la plasticité cérébrale, qui est une capacité d'adaptation du cerveau qui est étonnante et qui est inégalée. En fait, en vrai, on a une machinerie dans la tête, on a une machine de guerre dans la tête quand même, et a inspiré des approches dynamiques en machine learning, pour le coup, où une IA s'adapte en fonction des récompenses reçues dans un environnement donné. Donc en fait, les progrès en neurosciences et l'informatique d'ingénierie depuis les années 40-50, en fait, et leur convergence, euh, laissent entrevoir la possibilité de décrypter les rêves, l'esprit, la conscience via les neurotechnologies ou via des technologies qui sont créées à l'interface du cerveau et de la machine pour pouvoir en fait étudier le fonctionnement même, enfin le développement, le fonctionnement même physiologique et pathologique du cerveau. Elle pourrait ouvrir la possibilité de télécharger l'esprit dans un support numérique, de lire la conscience, les intuitions, les intentions, et anime le fantasme d'une IA consciente. Encore une fois, c'est vraiment, les uns et les autres sont vraiment liés. Mais sauf que le cerveau humain, c'est loin d'être aussi simple qu'un réseau de neurones on-off. Le cerveau humain, c'est beaucoup plus complexe que ma slide, mais enfin, que ma diapositive. C'est 100 milliards de neurones, plus 100 milliards d'autres cellules gliales et immunitaires. C'est 2% du corps humain, mais c'est surtout 2 mètres carrés quand on le déplie. C'est un centre de contrôle, une boîte noire qui est impressionnante. On a un cerveau est extrêmement performant. On a une boîte noire qui est extrêmement performante, un capacité de stockage assez impressionnant aussi, qui peut être largement, peut-être un jour dépassé par les ordinateurs, mais en tout cas qui est dehors du pétaoctet. En revanche, il a une vitesse de traitement de l'information euh, qui est finalement largement dépassable par un ordinateur, en fait. On a l'information, la vitesse d'information du traitement de l'information par le cerveau euh, n'est pas celle des ordinateurs d'aujourd'hui. Euh, En revanche, c'est pas parce qu'on a une vitesse de traitement d'information qui est très différente de celle des ordinateurs d'aujourd'hui que le cerveau n'est pas performant. Et le cerveau est extrêmement performant et euh, de par sa plasticité cérébrale, le cerveau a une manière de s'adapter euh, de se réadapter, de s'adapter, d'être en pilotage vraiment extrêmement précis à chaque moment de nos expériences humaines, de notre vie, et va créer de nouvelles connexions, va en défaire d'autres. Un cerveau ne va jamais en arrière, donc il y a c'est toujours vers une adaptation et ce qui fait que vraiment, on a une performance d'adaptabilité et de plasticité qui est assez impressionnante. Euh,
Voilà, les neurosciences, en fait, c'est une discipline académique qui est aujourd'hui académique, qui est née dans les années 50-60 par le biais d'un programme international dans l'engouement, en fait, vraiment, depuis les années 40, de la réflexion de la cybernétique, des conférences Messi, et héritière de toute cette histoire de la médecine, de la neurologie, de l'anatomie, de la neurophysiologie. Les mécanismes cérébraux, le cerveau ont inspiré vraiment le développement numérique et les champs de recherche des neurosciences, avec un S, euh, est transdisciplinaire de naissance. Et elle englobe une des domaines scientifiques qui vont de la molécule à la cellule au comportement jusqu'à la génétique et en passant par la génétique et jusqu'aux aspects les plus computationnels. Et c'est justement cette transdisciplinarité, cette diversité que l'on a au sein même d'une discipline académique euh, qui est, euh, qui en fait ouvre finalement cette relation des neurosciences et de l'IA. Alors, le cerveau, c'est loin, vraiment loin d'être un on-off, en fait. Aussi simpliste là, vous avez quelques images d'une cartographie, par exemple, en vert, cartographie en 3D d'un échantillon de cerveau qui fait apparaître des milliers de neurones. Ça, c'est une publication de 2021, une collaboration entre l'Université d'Harvard et Google euh, qui montre vraiment la complexité en fait des couches neuronales, des couches neuronales et la complexité de ce qu'on appelle un réseau de neurones. Et puis sur les deux autres figures, enfin, photos, vous avez une cartographie des connexions neuronales qu'on appelle un connectome, donc une manière dont les connexions neuronales en fait s'assemblent, en fait, s'identifient au sein même du cerveau. Et on voit bien en fait que c'est extrêmement beaucoup plus complexe que ça, que les connexions s'enchevêtrent, que une région va être en connexion avec les autres régions. En fait, ça se pense au niveau global et c'est beaucoup plus complexe que ça. Et puis, pour illustrer ce qui est aussi la complexité d'un neurone, vous avez ici un neurone qui est biologique, hein, qui est tel qu'on l'étudie, nous, dans nos études. C'est une cellule avec un noyau, avec toute une structure, toute une vraie usine, en fait, qui va avoir des axones, qui va pouvoir véhiculer autant des informations chimiques qu'électriques euh, qui est, euh, qui est extrêmement dynamique, qui vit en fait. Et puis là, vous avez à votre droite, ça c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup. Pendant une dizaine d'années, j'ai travaillé sur les, euh, sur la régulation post-synaptique d'une protéine qui s'appelle SHANK3 dans le cas de l'autisme. Et SHANK3 est une protéine, une molécule qui est qui est extrêmement importante dans la structure, en fait, dans la structure des synapses, et de la manière dont l'information électrique va circuler. Et on voit bien que, en fait, là, un réseau de neurones tel que l'IA, en fait, l'imagine, tel que les informaticiens, tel que on l'imagine, en fait, on le modélise aujourd'hui, n'est absolument pas révélatrice de la complexité, en fait, des réseaux de neurones biologiques. Donc en fait, aujourd'hui, on a des neurosciences qui avancent dans la manière dont on peut éclairer finalement le fonctionnement du cerveau euh, par les connaissances moléculaires, cellulaires, génétiques. Et puis pour cela, on va avoir besoin de techniques qui vont faire l'interface entre le cerveau et les instruments, les machines qui vont pouvoir traiter nos informations. Et donc, ce sont ces interfaces cerveau-machine qui sont actuellement en train d'être démocratisées
de façon assez impressionnante, qui nous donne la possibilité de pouvoir en fait faire l'interface entre la complexité en fait, l'étude même de la complexité du cerveau et puis la machine. Et en faisant cette interface-là, en fait, ça va inspirer la manière dont les databases, l'IA va se modéliser, va se créer aussi, la manière dont on va créer aussi les réseaux de neurones, la manière dont on va créer aussi toute toute cette théorie mathématique. Donc c'est autour, en fait, finalement, de cette convergence que tout se joue actuellement et par la création de neurotechnologies. Et en fait, les... Alors, je vais vous en dire pour finir quelques mots. Les neurotechnologies, en fait, elles permettent, en fait, elles sont développées dans les laboratoires de recherche pour pouvoir, en fait, faire le lien entre enfin, pouvoir, ce sont des dispositifs qui sont à l'interface du cerveau et de la machine. Je vais reprendre ma phrase et qui sont développés d'applications et des dispositifs d'enregistrement et d'intervention pour enregistrer, intervenir, visualiser, décrypter, décoder ou même contrôler et surveiller aujourd'hui euh, le fonctionnement physiologique du cerveau et le dysfonctionnement pathologique et états-mentaux et il permet de réaliser des interventions de grande précision. En fait, les neurotechnologies d'interface à vos machines vont permettre en fait de, de, de voir de plus en plus en précision le fonctionnement même du cerveau et vont du coup permettre l'inspiration des futurs IA et systèmes d'IA dans leur perfectionnement. Alors les neurotechnologies aujourd'hui, c'est pas forcément en rapport avec le sujet d'aujourd'hui, mais là, les neurotechnologies, elles vont servir, quoi. Elles vont servir, ce sont des dispositifs qui vont servir à la détection et l'évaluation du stress, de l'éveil, du sommeil, et en permettant en fait cette détection, en permettant l'étude finalement de ces fonctionnements même de la cognition cérébrale, en fait, ça va inspirer toute la manière dont l'IA et les systèmes d'IA vont performer et se construire pour pouvoir se rapprocher de plus en plus du comportement humain et de la physio et du cerveau et du fonctionnement du cerveau humain. Donc en fait, on a une question aujourd'hui qui est le cerveau. On a, pour revenir à la question comment le cerveau peut éclairer l'IA, en fait, on a un, un cerveau qui est un organe, qui n'est pas un ordinateur, et une pensée qui n'est pas calcul, en fait. Le cerveau produit des pensées et guide, pour guider des comportements. Une machine est fabriquée selon un plan, des commandes, qui lui font reproduire des comportements. Le cerveau est extrêmement complexe, il est vivant, il est adaptable, il est plastique, il se construit avec avec l'empreinte du temps, en fait. Et les neurosciences, en fait, finalement, la manière dont elle peut éclairer, elles nous permettent de comprendre aussi comment ces recherches-là, en fait, peuvent aussi un peu bouleverser la physiologie, la philosophie et l'éthique traditionnelle. En apportant, en fait, les neurosciences apportent par leurs recherches de façon précise, de façon assez rigoureuse, des informations sur le fondement biologique de de nos fonctionnements, de notre enfin, de notre, euh, de la conscience, de la pensée, de la manière dont on agit, de notre comportement moral, et elle ouvre des accès aux mécanismes cérébraux. Et c'est en ça, finalement, que ça inspire, finalement, toute la manière dont les systèmes d'IA sont construits aujourd'hui. Mais on parle du cerveau, un cerveau qui a une place privilégiée, qui est un organe, qui est un des plus enfin le plus énigmatique pour moi
le plus mystérieux, qui est le plus protégé du corps humain aussi, puisqu'il est sous quatre couches de méninges, une barrière hémato-encéphalique, un crâne, un crâne osseux. Donc on a une protection vraiment très importante de cet organe-là. Une histoire du développement aussi de la complexification du cerveau qui va de pair avec celle de l'humanité. Et puis entraînant des questions philosophiques et théologiques autour de la question de la relation corps, âme, esprit. Et c'est, quand je vous ai dit au début de mon propos, qu'il y a vraiment une friction sur ce lieu-là, en lien avec le vouloir télécharger l'esprit dans une machine, le vouloir lire dans les pensées. En fait, le lieu de friction, il est là. Il est le corps, âme, esprit. Et le cerveau ouvre, en fait, à travers les notions de conscience, les notions de pensée, un monde intime que nous entretenons avec nous-mêmes, avec le monde qui nous entoure, par la sociabilisation. On est homme parce qu'on est homme dans une société. Donc on a une relation sociale et c'est par les relations que l'on entretient les uns avec les autres que on permet à notre cerveau de pouvoir se complexifier, de pouvoir évoluer. Mais il faut aussi considérer une chose dans ces questions-là, c'est que euh, pour beaucoup de cultures, c'est le lieu de notre personnalité, de la pensée, de l'identité, de la conscience, de la spiritualité, mais aussi de notre fragilité et notre vulnérabilité. Et c'est aussi le lieu de rencontre. Si on parle en tant que chrétien, en tant que croyant, ça peut être aussi le lieu de la rencontre avec Dieu ou en lieu de spiritualité en tout cas. Et donc c'est pour finir un enjeu qui apparaît d'autant plus décisif qu'il concerne un organe qui symbolise pour beaucoup la personne elle-même. Et mieux comprendre le cerveau, c'est mieux comprendre, se comprendre soi-même et agir sur lui, c'est agir sur son identité. Et pour finir, je vais vous citer deux phrases que je ne commenterai pas, mais du livre de Thierry pour ouvrir les propos ensuite. C'est pour moi, le cerveau, je suis assez d'accord avec ces phrases-là, le cerveau humain dispose des systèmes qui lui permettent de ressentir en lui-même et ressent autrui. Et bien que nous restions conditionnés, une certaine liberté de discernement et de choix est possible en lien avec tout un travail de présence à soi, de soi et à l'autre. Voilà.